Bonjour à tous, bienvenue pour ces journées expertise et construction du CERIB. Nous sommes le mardi 5 juillet, c'est donc la deuxième journée spéciale pour vous dédiée aux professionnels de la construction. Nous sommes à cette 7e édition, on a plein de sujets à voir ensemble, mais aujourd'hui nous allons parler d'incendie en tunnel et plus précisément justifier le niveau de sécurité de vos ouvrages. Et vous allez tout comprendre, tout savoir grâce à mes invités. Bérénice Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable adjointe du département ingénierie de la sécurité incendie, c'est bien ça? Tout à fait. Et à côté de vous, Christophe Tessier, directeur du centre d'essai au feu du CERIB. Bonjour Christophe. Bonjour. On se connaît déjà, non? On s'est déjà vu. Ah, absolument. Au Batimat. À Batimat, on était ensemble. À Batimat, Ouais. c'était il y a 3 ans. Absolument. Alors je vous rappelle, sinon, on va être bien précis, bien concis, qu'à la suite de cette présentation, il y aura un échange en direct. Vous pourrez poser toutes vos questions grâce au lien Teams qui vous a été transmis par le CERIB en vous inscrivant sur expertiseconstruction.com. Si vous n'avez pas ce lien, c'est pas grave, vous allez pouvoir l'obtenir dès maintenant en vous inscrivant. Vous allez sur la rubrique Vous connecter sur expertiseconstruction.com et comme ça, vous pourrez vous aussi poser toutes vos questions à nos invités. Et donc, pour parler d'incendie en tunnel, on va aller dans le vif du sujet tout de suite. On va parler de justification de la résistance au feu d'un tunnel. On commence? Qui commence? C'est parti. Eh bien, je veux bien commencer. Alors, par où on commence pour justifier le niveau de sécurité au feu d'un tunnel? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir quel est le niveau de sécurité au feu. Oui. Et pour ça, il faut connaître donc l'exigence de résistance au feu. Du coup, si on peut... On va regarder la slide, vous nous avez préparé un beau document pour qu'on comprenne tout. Voilà, c'est ça. On va suivre. Donc, l'exigence de résistance au feu, c'est il faut savoir à quel incendie on doit dimensionner l'ouvrage. Donc, un incendie, ça chauffe, donc on va le traduire par une courbe température en fonction du temps. Donc, il existe plein de courbes que vous voyez là à l'image. Et généralement, la réglementation des tunnels, en fonction si c'est un tunnel routier, un tunnel métro, un tunnel ferroviaire, il y a des réglementations spécifiques. Ils vont nous dire, pour ce tunnel-là, il faut prendre cette courbe-là et cette durée. Donc, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup du Grand Paris, tous ces tunnels métro, transport guidé. Ils sont dimensionnés avec la courbe normalisée, c'est la courbe rouge que vous voyez là. D'accord. Donc la courbe normalisée dite CN ou ISO 834, chacun son petit langage. Voilà, donc on peut citer aussi pour les tunnels routiers par exemple. Les tunnels routiers, il y a cette courbe-là, mais il y a aussi une courbe qu'on appelle hydrocarbures majorés, qui est vraiment une bien puissante. C'est celle en vert qui monte à 1300 degrés en 20 minutes. Donc voilà, on est vraiment sur des incendies très violents. Le genre de courbe qu'on a utilisé, par exemple, pour le tunnel du Mont Blanc. Oui, tout à fait. Quand on a, pour la réhabilitation de la dalle de chaussée, la nouvelle dalle de chaussée a été dimensionnée avec cette courbe HCM. Donc là, déjà, on établit les différents feux existants. C'est ça. Donc on a un tunnel, il a sa courbe et la durée, et on doit justifier la stabilité au feu de ce tunnel avec cette courbe température-temps et la durée que la réglementation nous donne, et des fois même que le contrat donne, parce qu'on peut aller au-delà de la réglementation. Voilà. Tu as un exemple de contrat, Christophe, qui va au-delà de la réglementation? Ça me fait tout simplement penser au TELT. Voilà, le Lyon-Turin ferroviaire, où on a plusieurs courbes qui vont s'appliquer dans le cadre d'un consensus entre la France et l'Italie, par exemple. Donc on est bien sur des exigences contractuelles qui peuvent aller au-delà d'une réglementation particulière. Ouais, finalement, il y a une adaptation qui est faite selon les feux et selon s'il y a une réglementation de tel ou tel pays, finalement. Et le maître d'ouvrage peut choisir d'aller au-delà. Oui, tout à fait. D'accord. On se pose aussi la question de l'écaillage. C'est ça. Une fois qu'on a défini l'exigence de résistance au feu, la première question qui va vraiment sonder après les deux processus, c'est doit-on prendre en compte l'écaillage du béton ou pas? Christophe, est-ce que vous pourriez nous redonner une définition de l'écaillage? C'est quoi finalement? Alors qu'est-ce que l'écaillage du béton en situation d'incendie? Alors c'est assez simple. En fait, il s'agit de l'épaisseur sacrificielle de béton que l'on perd pendant l'exposition au feu. D'accord. D'accord? Le feu, la sollicitation thermique va échauffer le béton. On a ici des courbes extrêmement sévères de sollicitation. D'accord? Plusieurs phénomènes se produisent au sein du matériau qui conduisent
à une expulsion avec plus ou moins d'énergie de matière. Donc c'est cette quantité de matière que l'on perd qu'on appelle l'écaillage. D'accord. Et c'est ça qu'on va regarder alors finalement. C'est ça. Est-ce qu'on doit évaluer cette épaisseur sacrificielle ou pas? Donc dans le cas où on prend l'exemple que l'écaillage n'est pas à prendre en compte, qu'est-ce qu'on fait? Premier cas, assez simple comme choix. Ok. Donc si l'écaillage n'est pas à prendre en compte, pour justifier la stabilité au feu du tunnel, ça va se faire par calcul. Donc on va modéliser le tunnel et simuler l'incendie et puis calculer voilà, comment le tunnel se comporte en cas d'incendie. Donc c'est des calculs très poussés, très techniques, non linéaires. On regarde les matériaux qui s'échauffent, l'affaiblissement de la résistance, les dilatations. Dans le cas des tunnels, c'est des ouvrages souterrains, il y a de la géotechnique à prendre en compte, l'interaction sol-structure. Donc on a au sein du centre d'essai au feu des équipes dédiées à faire ces calculs sur des logiciels éléments finis dédiés au calcul au feu. Et on regarde si le tunnel il est stable pendant toute la courbe température-temps. Ça, c'est sur la stabilité du tunnel. C'est ça. Si ça marche, eh ben, on a gagné. Le tunnel il est stable au feu pendant toute la durée de l'incendie. On a rempli le contrat. Si ça ne marche pas, il faut remodifier le dimensionnement, donc épaissir le revêtement, rajouter des aciers ou rajouter des protections passives si vraiment on n'y arrive pas. D'accord. Donc dans le cas, si l'écaillage est à prendre en compte, là encore la même question, comment on fait? Alors si l'écaillage doit être pris en compte, il faut du coup déterminer cette épaisseur sacrificielle. Donc dans les calculs, on va faire une hypothèse. On va dire par exemple, je ne sais pas, on a 3 cm d'écaillage. Donc prenons 3 cm. Moi dans les calculs, le revêtement du tunnel, s'il faisait 40 cm initialement, je vais dire au début de l'incendie, il en fait plus que 37 cm et je fais les calculs avec 37 cm. Donc on fait ces calculs, donc c'est la même procédure. Par contre, tout l'enjeu, ça va être de vérifier qu'on avait fait la bonne hypothèse. Est-ce que 3 cm, c'était la bonne valeur ou est-ce que notre béton, il écaille plus que 3 cm? Donc, et là, on arrive sur toute une autre étape qui est donc les essais au feu, les essais d'écaillage. Il y a forcément un essai, quand on doit prendre en compte l'écaillage, il y aura systématiquement un essai de convenance d'écaillage. Christophe, on est d'accord. Tout ce que dit Bérénice, c'est OK pour vous ou est-ce que vous aviez envie de rajouter quelque chose? Non, c'est très clair. On en est à formuler une hypothèse d'écaillage pour pouvoir faire les calculs. Voilà. Cette hypothèse d'écaillage, on doit la vérifier. Donc la question, c'est juste de savoir comment on la vérifie. C'est ça. Bon. Eh ben, c'est très simple, on fait des essais de convenance, ce qu'évoquait Bérénice. Il s'agit donc de vérifier si le béton écaille ou pas, avec une limite qu'on s'est fixée, qui est l'hypothèse d'écaillage qu'on avait retenue lors des calculs. On teste donc un corps d'épreuve à échelle 1, représentatif de l'ouvrage. Alors pour une tranchée couverte, c'est par exemple une dalle d'environ 8 mètres de long, 1,60 m de large et environ 40 à 50 cm d'épaisseur. Cet élément, on va le soumettre à un état de contrainte représentatif de celui qu'on a dans l'ouvrage en situation d'incendie, qu'on détermine par le calcul. D'accord. N'est-ce pas, Bérénice? C'est ça. On refait encore des calculs, on fait toujours des calculs. J'aime bien les calculs. Donc c'est vrai qu'on va prendre une coupe dans le tunnel, celle qui est la plus comprimée, parce que c'est celle qui va être la plus sensible à l'écaillage. Donc on veut se mettre dans le cas le plus défavorable pour l'écaillage. Donc on choisit cette coupe-là, sur tout le linéaire du tunnel, et on va calculer pour déterminer la contrainte qu'il y a dans le revêtement. Selon chaque hypothèse. Voilà. Et tout le jeu, ça va être de retrouver avec le corps d'épreuve qu'on a, quel chargement appliquer avec nos dispositifs dans le four pour reproduire ces contraintes-là, pour être représentatif de l'ouvrage. Si je reprends l'exemple de ma grande dalle de 8 mètres, je mets en œuvre un chargement en console, j'échauffe ma dalle sur la partie intermédiaire et je viens la cintrer et donc, pour comprimer la face exposée au feu. Et voir comment ça se passe. C'est ça. Exactement. Grâce à tous ces calculs. Et donc après, est-ce qu'on avance par rapport à ça et cette convenance d'écaillage? Une fois que ça s'est fait, où est-ce qu'on arrive? Eh bien, on va retirer le corps d'épreuve du four et on va mesurer quelle épaisseur on a perdu de béton. Alors ça, c'est un moment important de l'essai. D'accord? Quand vous m'avez demandé tout à l'heure ce qu'était l'écaillage, je vous ai dit que c'est l'épaisseur sacrificielle de béton qu'on perd pendant l'exposition au feu. D'accord? Donc pendant l'exposition au feu, on va perdre un petit peu de matière dans le four. Et juste quand on éteint les brûleurs, on retire l'élément du four et on va mesurer l'écaillage immédiatement après. Pourquoi?
Parce que le béton qui a été échauffé, fortement échauffé, notamment un béton qui contient des granulats calcaires, hein, va subir des transformations assez rapides et irréversibles à la sortie du four. Le calcaire se décarbonate, Oui. se change en portlandite ou en chaux, si vous voulez, d'accord, en réagissant avec l'humidité de l'air ambiant. Cette transformation forme un matériau qui gonfle et qui chute pendant le refroidissement. Cette perte de matériaux consécutive au feu n'est pas l'écaillage. L'écaillage, c'est bien ce qu'on a perdu pendant le feu, Pendant le feu, d'accord. qui ne sert plus d'isolant par rapport aux armatures. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est très important de mesurer rapidement l'écaillage dès la sortie du four. Et c'est ce qu'on fait chez nous. Hein, on a développé le savoir-faire qui va avec ça, et avec une mesure extrêmement précise par numérisation 3D. Est-ce que finalement, vous aviez envie de rajouter quelque chose, Bérénice? Non, non, non. Est-ce que finalement, en faisant tous ces essais, est-ce que ça peut modifier les plannings du projet? Eh bien oui, parce qu'une fois qu'on a cette mesure d'écaillage, on va la comparer à notre hypothèse. Ouais. Si pendant l'essai, on a obtenu par exemple 2 cm et qu'on avait fait une hypothèse de 3 cm, eh bien tout est gagné. Voilà, et que les calculs avaient montré par ailleurs que c'était stable au feu, on a justifié la stabilité au feu du tunnel. Donc là, tout est parfait. Tout est bien. Par contre, si jamais on a eu un écaillage pendant l'essai qui est supérieur à la valeur qu'on avait prise par hypothèse, Oui. voilà, tout n'est pas perdu, faut pas croire que c'est pas bon. On va reboucler les calculs, on va refaire les calculs en rediminuant encore l'épaisseur, de l'épaisseur qui aura été mesurée pendant l'essai. Jusqu'à quel point, en fait, finalement? Les Bah, essais, on les fait jusqu'à un certain moment pour se dire, là, c'est bon, c'est Alors validé. les essais, on n'en fait pas énormément parce que ça coûte cher et ça prend du temps. Il y a Oui. notamment 90 jours de séchage. Donc il y a 3 mois, Mhm. quand on va couler le corps d'épreuve, il y a 3 mois avant de faire l'essai. Donc généralement on fait un essai et c'est ce résultat-là qu'on va le prendre en compte dans les calculs. Et si jamais ça ne marche pas, on va plutôt changer le dimensionnement de l'ouvrage. Et si vraiment ça ne va pas, il faut changer la formulation du béton et recommencer le processus avec un nouvel essai. Mais 90 jours, c'est très long. C'est très long. Du coup, c'est vraiment à prendre en compte sur le planning du Oui, projet. c'est ça. Ça peut modifier le planning pour 3 mois, c'est pas rien. Il ne faut pas se réveiller un Ouais. matin en se disant « Ah, au fait, il y avait un essai au feu à faire. Alors, Oui. l'impact planning sur ces projets-là est énorme. Voilà. Il faut savoir que sur un projet de tranchée couverte, pour reprendre l'exemple de la tranchée couverte de tout à l'heure, tant que la formulation n'est pas validée au feu, on ne peut pas couler 1 mètre cube. D'accord ? Conclusion, on est souvent sur le chemin critique du projet, du chantier. Alors, on a développé un savoir-faire autour de ça pour accompagner les entreprises et accompagner les projets dans le planning de chantier. Et notamment, quand on a différentes hypothèses de formulation de béton, alors on fabrique différents corps d'épreuve en même temps, à T égale 0, d'accord, qu'on va tous accueillir chez nous pendant 90 jours, pour leur permettre de sécher dans de bonnes conditions et dans des conditions normalisées en laboratoire, d'accord. Et parmi tous ces éléments-là, on va en tester que certains. Donc tous les autres ont été fabriqués pour rien, entre guillemets. Alors pas vraiment rien, Bah non. pour ne pas reperdre 90 jours Oui. si jamais on est obligé de modifier par exemple le dosage en fibres. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple du tunnel du Mont Blanc. Quelles sont les personnes qui viennent vers vous pour vous demander des essais, finalement? Alors pour nous demander des renseignements, d'abord, beaucoup. Ça peut être des maîtres d'œuvre, évidemment. Beaucoup des entreprises. On accompagne énormément d'entreprises sur leurs projets. Au stade de remise des offres, c'est-à-dire au moment des appels d'offres publics, Ouais. hein, et au stade de l'exécution, bien évidemment. C'est réellement notre métier d'accompagner ces projets-là. Et on fait ça en France, et pas seulement. Puisqu'on a accompagné, par exemple, plusieurs lots du projet HS2, le High Speed Train Londres-Birmingham. Alors, on a travaillé avec FH Kier, par exemple, ou Skanska Kosten Strabag. Joli accent. Merci. Il s'entraîner. Ou encore, on travaille actuellement au Canada, au Québec, pour être plus précis, où on accompagne un groupement d'entreprises dans le cadre de la rénovation du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, qui est un ouvrage majeur en fait à Montréal, qui passe sous le Saint-Laurent. Voilà. Et d'autres à venir, j'espère, en Amérique du Nord,
au Canada encore et aux États-Unis. D'accord. Mais alors comment ça se passe quand c'est vraiment loin comme ça, les 3 mois? Vous ramenez le matériel directement au centre d'essai, ça se passe directement là-bas et vous regardez à distance, comment ça se passe? En fait, ça change rien du tout. D'accord. Pratiquement rien, puisqu'on a dit tout à l'heure, il y a 3 mois, 90 jours de séchage. Oui. Bon. Et en fait, pour ramener les corps d'épreuve qui sont faits là-bas, il nous faut moins de 2 mois. D'accord? Donc ça veut juste dire que pendant 2 mois, les corps d'épreuve vont vieillir, sécher, entre guillemets, sur le bateau. Okay. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Que ça soit donc à 7000 km ou juste à 100 mètres de la maison, si on peut dire. Exactement. Donc que ce soit en Angleterre, qui n'est plus l'Europe aujourd'hui, que ce soit en Amérique du Nord ou ailleurs, c'est tout à fait faisable. Hein, et on fait ça, alors bien évidemment en France, beaucoup. Hein, on a accompagné par exemple tous les lots du Grand Paris Express. Hein, on parle par exemple de tout ce qui a été fait en voussoir, en béton renforcé de fibres métalliques. Hein, donc c'est la 18-1, la 16-2, la 16-3, la 16-1. La 16-1 était la première d'ailleurs. On avait accompagné auparavant plusieurs lots de la ligne 15. Mais ça c'était avant le béton fibré. Et puis tous les ouvrages majeurs de type tranchée couverte, que ce soit la Rocadelle 2 à Marseille, que ce soit la tranchée couverte de Quirino à Vannes, Marange-Sylvange. Il y a plein de choses, il y a plein d'exemples finalement à citer. Partout. Et justement, toutes ces études, vous les publiez sur Internet, on peut les découvrir ou ça reste secret défense? Alors, tous les résultats, que ce soit les résultats d'études ou les résultats d'essais, sont la propriété des entreprises, des commanditaires, toujours. Entreprise ou maîtrise d'œuvre, si c'est la maîtrise d'œuvre qui nous a missionnés. Absolument. Donc, nos principales références sont visibles sur Internet, sur le site du Centre d'essai au feu. Et puis c'est tout. Et c'est déjà si pas vous avez mal. des questions, vous nous appelez. Oui, ou alors vous vous connectez sur le lien Teams qu'on vous a transmis et comme ça vous pourrez dans quelques minutes poser vos questions à nos invités. Comme ça, voilà, on saura tout. Si vous avez des choses, parce qu'il y a peut-être des questions que je n'ai pas posées, donc ça sera à vous de le faire. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Est-ce qu'on a fait le tour? C'était un peu technique quand même. Un petit peu. Un petit peu. Mais ça a donné un aperçu. Eh oui, voilà. Mais c'est bon, j'ai à peu près tout compris. Mais moi aussi, je vais vous poser quelques petites questions après. Merci infiniment. On se retrouve, nous, tout à l'heure, à 14 h précisément, avec Blandine Albert et Jonathan Meignoux. Et on parlera de l'utilisation de l'approche performantielle de la durabilité en contexte opérationnel. Voilà, un autre sujet, ce sera tout à l'heure. À tout à l'heure, bye.